Bonjour, bienvenue au quai spécial du cimetière de l'océan. Spécial car aujourd'hui, nous n'allons pas parler d'un paquebot transatlantique, ni même d'un navire long courrier, et cet épisode n'a aucun rapport avec un autre naufrage. Je suis Julien Maroyot, votre guide, et aujourd'hui, je vais vous remonter du fond de l'Atlantique une histoire de naufrage perdue de notre mémoire. Ce naufrage a pourtant eu lieu le long de nos côtes le 14 juin 1931 et à l'époque, il fit couler beaucoup d'encre et marqua durant des années la mémoire collective comme nous le verrons. Face à nous, la silhouette fantomatique du Saint-Philibert, 31 mètres de long, 6 mètres 40 de large et 189 tonneaux. Ce n'est pas très long, c'est un caboteur qui servait à faire la liaison entre Pornic et les îles vendéennes telles que Noirmoutier. Un caboteur, c'est l'opposé d'un long courrier. C'est un navire servant à effectuer des petits trajets le long des côtes. Le Saint-Philibert est construit en 1923 par les chantiers du Bijon à Nantes, pour le compte de la compagnie nantaise de navigation à vapeur, située à Nantes. Son faible tirant d'eau, de 2,20 m, lui permet de naviguer facilement dans l'estuaire de la Loire et ses faibles fonds. Le tirant d'eau, c'est la partie immergée de la coque d'un bateau, celle qui est sous l'eau. Sa superstructure est assez haute et elle est composée du pont de promenade faisant le tour des deux salons, l'un pour la première classe, l'autre pour la deuxième. Ils sont séparés au centre par le plafond de la machinerie. Au-dessus, c'est l'abri de navigation autour duquel se trouve le pont de promenade supérieur. Cette haute superstructure déséquilibre le navire et le font rouler de manière très désagréable en cas de gros temps, raison pour laquelle il ne va à Noirmoutier que par temps calme. Lorsque le Saint-Philibert est commandé, la compagnie précise qu'il devra pouvoir accueillir 400 à 440 passagers, équipage inclus, idéalement 500. Dans les faits, il peut effectivement accueillir environ 450 passagers lorsque le chantier est terminé. Lors de la commission d'enquête menée par le bureau Veritas pour délivrer le permis de navigation, il valide le nombre de 500 passagers. Pourtant, il n'est équipé que de 2 canots de sauvetage et 400 gilets. S'agissant d'un caboteur, on peut penser que la commission était, à l'époque, un peu plus légère. De toute façon, ce détail ne sera pas d'une grande importance pour la suite des événements, vous le verrez. Allez, montons à bord et installons-nous sur les banquettes d'un salon. Je vais vous raconter la suite. À Nantes, une nouvelle association est créée, le Comité nantais des loisirs. Pour leur première excursion, ils se disent que ce serait une bonne idée de proposer une sortie à Noirmoutier. Après tout, l'île n'est pas très loin et elle fait rêver ceux qui, en se promenant le long de la côte, peuvent apercevoir ses rivages par temps clair. Évidemment, ceux qui s'intéressent le plus à ces excursions sont les familles d'ouvriers modestes de Nantes et ses environs. Ils contactent la compagnie nantaise de navigation et louent le Saint-Philibert. Le départ est fixé le dimanche 14 juin 1931 à 6h du matin. Le retour se fera à 16h45. Cela laisse une belle journée durant laquelle des visites sont organisées sur l'île pour ceux qui le souhaitent. Les autres pourront se promener, déjeuner, flâner, s'allonger sur la côte, etc. On promet même des surprises à bord du Saint-Philibert, autant à l'aller qu'au retour. Des billets sont mis en vente à la Bourse du Travail, l'Union des coopérateurs, les boulangeries, bureaux de tabac, les cafés du port et autres commerces de Nantes, et l'excursion rencontre un petit succès et on en parle beaucoup en ville. Toutefois, elle est mal vue par l'Église. La France était encore très pieuse dans les années 30 et l'excursion se déroule, comme vous l'aurez noté, un dimanche. Du coup, 500 personnes ne se rendront pas à la messe. Les mécontents ne tardent pas à le faire savoir, d'autant que c'est le dimanche de fête Dieu. Mais qu'importe, ce 14 juin, dès les premières lueurs de l'aube, les passagers du Saint-Philibert arrivent au quai de la fosse à Nantes. Face à eux, le petit navire est prêt à appareiller. La fumée sort de sa petite cheminée, signe que la pression dans ses chaudières est prête à mettre en mouvement son hélice. À bord, son équipage va et vient. Ce sont des hommes avec pour la plupart une certaine ancienneté au sein de la compagnie et tous sont originaires du pays nantais, de la Vendée ou de ses îles.
comme Olivier Tarot, chauffeur de 26 ans, né et habitant à l'Île-Dieu. Eugène Boutoyot, lui, a 48 ans. Il est chauffeur également. Il habite La Guérinière sur Noirmoutier. Emmanuel Pruneau est un matelot de 30 ans, habitant à Nantes, et papa d'une petite Charline âgée de 7 ans. Clément Briand, lui, habite aussi à Nantes. C'est un mécanicien de 31 ans qui vient de se marier au mois d'avril. Le plus jeune d'entre eux est Pierre Sauzin, novice de 16 ans qui vit encore chez ses parents. Malgré son jeune âge, il avait commencé à naviguer depuis 1929. Le plus âgé de l'équipage, finalement, c'est le capitaine, François Olive, 58 ans, qui vient de rejoindre la compagnie. C'est toutefois un commandant expérimenté qui, durant sa carrière, a fait autant de longs courriers que de cabotage. Notez bien qu'ils sont tous de la région, qu'ils connaissent très bien ce trajet, le golfe de Gascogne et plus précisément ici, la baie de Bourgneuf, ainsi que la météo sur l'Atlantique et la côte vendéenne. Les passagers montent un à un à bord. À la coupée, ils sont accueillis par des personnes de l'association qui contrôlent leurs tickets. Ceux qui n'en ont pas peuvent en acheter un sur place. Un autre compte le nombre de passagers afin qu'on ne dépasse pas les 500 autorisés. Les enfants ne payent pas. Ainsi, ils ne sont pas vraiment comptabilisés non plus. Toutefois, d'après un des rares survivants ayant embarqué dans les derniers, il entendit l'homme qui comptait dire « 462 » à son passage. Quelques personnes, dont une mère avec son nourrisson, embarquent derrière lui. On pense que le nombre de personnes à bord était alors, à l'aller, de 467. On charge le landau parmi la vingtaine d'autres, on retire la passerelle. Il est 6h10 ce matin-là, et le Saint-Philibert dit adieu à Nantes. La descente de la Loire se passe bien. Le commandant profite du courant et se laisse porter par celui-ci. Il envoie un coup de sifflet en passant non loin de son habitation pour saluer son épouse. Les passagers se massent à bâbord afin de se protéger du vent qui arrive sur tribord et pour admirer les berges qu'ils n'ont sans doute jamais eu l'occasion d'observer. Les enfants découvrent amusés les hérons, les pêcheurs matinaux sur leur barque, dérangés par le passage du bateau et ses remous. On est enjoué, on chante à bord. Le livreur, c'est tout le temps pour ma mère. Les factures, c'est tout le temps pour mon père. Les vieux pyjamas, c'est pour mon papa. En sortie d'estuaire, vers 9h45, beaucoup constatent que les passagers massés sur bâbord causent une gîte d'environ 5 degrés au Saint-Philibert, qui ne gêne aucunement sa bonne navigation. Rien ne laisse encore penser qu'une tempête se prépare sur l'Atlantique. Les bulletins météo n'étaient pas aussi précis qu'aujourd'hui et on savait qu'on pouvait peut-être s'attendre à des orages et à un peu de vent. Mais rien de tout cela ce matin. Par contre, l'océan se creuse un peu. Le Saint-Philibert roule et assez vite, les conversations se taisent, la bonne humeur disparaît et plus de la moitié des passagers sont victimes du mal de mer, un classique. Une fois la traversée terminée, le Saint-Philibert décharge son flot de voyageurs à l'appontement du bois de la Chaise sur Noirmoutier pour leur dernière journée sur Terre. Il est alors aux alentours de 11h30. C'est très joli Noirmoutier. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à visiter l'île dès que vous en aurez l'occasion. Vous pourrez alors imaginer cette petite foule qui se disperse sous les yeux des habitants pour qui l'arrivée d'un bateau est toujours un spectacle. Ils y découvrent la plage des Dames, bordée par sa petite forêt de pins maritimes. Les enfants s'y amusent, mais ne s'y baignent pas. Ils sont en tenue du dimanche. Certains récupèrent un peu de couleur et se remettent du mal de mer en partant vers le bourg de Noirmoutier, tandis que d'autres s'installent tout de suite dans le restaurant au bout de l'embarcadère. La mer, ça ouvre l'appétit. Cette journée est un beau moment en famille pour certains. Ces moments sont rares en 1931. Les congés payés n'existent pas encore. Ceux qui habitent ou connaissent la Vendée et sa côte savent qu'en bordure d'océan, vous pouvez connaître les 4 saisons en une journée.
Ce dimanche 14 juin 1931 sera une de ces journées. Dès le début de l'après-midi, le temps commence à tourner et la mer s'agite de plus en plus. Un vent venant de l'ouest envoie des bourrasques de plus en plus fortes, à tel point qu'au moment d'embarquer pour le retour vers Nantes, c'est une tempête qui est en train de se former. Toutefois, les passagers ne le remarquent pas. Au bois de la Chaise, ils sont abrités du vent par la forêt de pins. Par contre, ils n'ignorent pas les nuages gris et la pluie qui s'est invitée dans l'après-midi, gâchant un peu cette journée. Si les passagers ne se doutent pas du danger qui les guette, les habitants de l'île, eux, le savent. Ce sont pour beaucoup des marins ou d'anciens marins. Ils savent qu'il n'est pas prudent de prendre la mer par ce temps sur un navire à faible tirant d'eau comme le Saint-Philibert. Alors, beaucoup interpellent les passagers. Ainsi, 46 personnes décident de ne pas rentrer avec le Saint-Philibert. 26 adultes et 4 enfants prennent alors le bus qui passe par le passage du Gois, praticable qu'à marée basse. Le pont n'existe pas encore. D'autres, qui n'ont peut-être pas à travailler le lendemain, choisissent de passer la nuit sur l'île de Noirmoutier, dans une auberge ou chez des personnes de leur famille. Ce n'est pas vraiment la peur de faire naufrage qui les poussa à ne pas embarquer. C'est aussi que beaucoup ne voulaient pas revivre l'expérience du matin et être à nouveau malades. 46 personnes seulement n'embarqueront pas sur environ 500 passagers. Sur l'embarcadère, certains attendent sur le Saint-Philibert depuis 15h30 et s'impatientent un peu. Certains témoignages disent qu'un ouvrier interpelle de manière peu aimable le capitaine Olive pour qu'il se presse de mettre le navire en marche vers Nantes. Il doit travailler lui demain, au même titre que beaucoup d'autres d'ailleurs. Mais le capitaine attend l'heure prévue et même un peu plus pour que les retardataires ne soient pas oubliés. Beaucoup des membres d'équipage ne semblent s'être inquiétés de la météo. Beaucoup faisaient confiance au capitaine et à sa longue carrière à travers les océans du monde. Lui-même ne semble pas avoir pris conscience du danger. Sans doute manquait-il d'expérience avec le Saint-Philibert. Après tout, ce n'était qu'une de ses premières traversées. Il pensait sûrement que ça allait un peu chahuter et qu'il rencontrerait quelques difficultés à l'estuaire de la Loire. Mais personne ne se doutait du drame qui est en train de se dessiner. De plus, le fond de sa coque est moins chargé qu'à l'aller. Il ne transporte aucune marchandise en dehors du charbon et de sa réserve d'eau claire, ce qui remonte légèrement sa ligne de flottaison de quelques centimètres, déséquilibrant un peu plus le Saint-Philibert. Le commandant Olive a-t-il fait remplir les ballasts ? On ne le sait pas. Il n'est plus là pour en témoigner, mais les personnes présentes au moment de son ultime appareillage semblent confirmer que non. Il est probable que les passagers s'inquiétaient un peu du temps et qu'ils appréhendent d'être à nouveau malades. Mais, comme je l'ai dit, nous sommes dimanche et demain, ils doivent retourner travailler. Avaient-ils le choix ? Vers 17h, le capitaine fait larguer les amarres et le Saint-Philibert et ses passagers condamnés avancent vers leur funeste destin. Vous pouvez penser, à juste titre, qu'il est surprenant que personne n'ait tenté d'empêcher le capitaine de prendre la mer. Eh bien, souvenez-vous que le capitaine est nouveau ici et qu'il ne connaît personne ou pas grand monde sur l'île. Peu de témoins disent avoir eu une conversation avec lui. Et le peu qui l'ont fait disent ce que je vous ai dit. Il avait conscience qu'il serait peut-être un peu chahuté au début, et puis que ça irait une fois passé la pointe de Saint-Gildas, à l'entrée de l'estuaire de la Loire. Eh bien, c'est justement là que disparaîtra le Saint-Philibert. Le petit caboteur s'éloigne de la côte de l'île aux Mimosas, et assez vite, il disparaît dans le mauvais temps. Il ne paraît pas être en difficulté particulière et avance normalement, dirons-nous, malgré la tempête qu'il affronte dès qu'il quitte la côte de Noirmoutier. Il lui faut un peu moins de 40 minutes pour enfin approcher le continent. Il est aux environs de 17h50 lorsque les premiers témoins sur la côte aperçoivent au loin notre Saint-Philibert. L'océan le chahute, mais là encore, il ne paraît pas être en perdition. Dans le sémaphore de la pointe Saint-Gildas, les guetteurs notent toutefois que les passagers sont massés à tribord, à droite, afin de se protéger des embruns qui viennent balayer les ponts découverts. Comme à l'aller, cela fait accuser au Saint-Philibert une petite gîte sur tribord. Les guetteurs
témoignent donc que le navire est mal équilibré, que ses charges ne semblent pas être bien réparties. Le Saint-Philibert s'apprête donc à entrer dans l'estuaire de la Loire et le capitaine doit certainement commencer à sentir les puissants courants qui en sortent. Le bateau passe la bouée du Châtelier. Le capitaine Olive revient une première fois sur tribord, affronte une première lame, il plonge et affronte une deuxième lame. Les guetteurs s'attendent à le voir réapparaître et plus rien. Il est 18h15 et le Saint-Philibert et ses passagers viennent de disparaître en un battement de paupières. Le dimanche 14 juin 1931, vers 19h environ, j'étais à une fenêtre de mon café regardant la mer, quand j'ai vu un bateau d'excursion chargé de passagers se dirigeant vers Saint-Nazaire. Le bateau, en raison de la tempête, roulait assez fortement, mais ne paraissait pas en difficulté. En arrivant près de la bouée du Châtelier, à environ 6 km de la côte, le vapeur, en s'engageant dans la passe de la Loire, a brusquement été couché à tribord par une forte lame, s'est redressé, puis a coulé presque aussitôt. J'étais seul quand j'ai vu se produire le naufrage. La catastrophe s'étant produite très brusquement, je ne puis ajouter aucun détail. Témoignage de Henri Gergnoux, propriétaire du café La Buvette de la Pointe à Saint-Gildas. Médusé, les guetteurs le cherchent au travers de leur longue vue. C'est impossible. Comment a-t-il pu disparaître si subitement ? Un télégramme est rapidement envoyé afin que des secours se dépêchent sur place le plus vite possible. En début de soirée, 2 navires parviennent au lieu du sinistre et ne récupèrent que 8 survivants. 4 sont dans un canot, d'autres accrochés à des débris ou des bouées au milieu de cadavres. Les témoignages des survivants recueillis quelques jours plus tard apportent un peu de lumière à ce drame si soudain. Le Saint-Philibert n'a pas rencontré de difficultés particulières jusqu'à l'embouchure de la Loire. La mer était mauvaise, les passagers étaient répartis un peu partout sur le navire, surtout côté tribord, sur les ponts découverts, pour s'abriter des paquets de mer venant sur bâbord, à gauche donc. Ça remuait un peu, causant le mal de mer, mais rien d'inhabituel. Tous semblent confirmer que tout est arrivé très rapidement. Le navire était noir de monde. À un moment, beaucoup sont descendus des ponts supérieurs pour venir s'abriter dans les salons déjà complets. Un des survivants doit son salut au fait qu'il est venu se placer tout à l'avant sur le panneau de cale avec un de ses amis qui, lui, n'aura pas la chance de revenir à terre en vie. Un autre jeune homme de 17 ans eut le réflexe de plonger lorsque le Saint-Philibert s'est couché sur tribord. Sa famille entière y est restée, faisant de lui un orphelin en quelques secondes. On apprend également qu'une tente était montée sur le pont arrière pour abriter les voyageurs, et certains disent qu'elle causait une grosse prise au vent. Mais ce qui provoqua le naufrage rapide du Saint-Philibert, c'est en fait, probablement, sa dernière manœuvre. Arrivé à la bouée du Châtelier, le commandant, ou en tout cas la personne en train de barrer, a effectué un changement de cap sur tribord pour entrer dans l'estuaire au mauvais endroit, au mauvais moment. À cet instant, la marée sur la Loire est descendante. Le courant en sortie d'estuaire est donc très puissant et forme de grosses vagues. Le vent arrivant contre ce courant rend la mer très dure, cassante. En manœuvrant sur tribord à cet endroit où les vagues devaient faire entre 3 ou 4 mètres, le Saint-Philibert se retrouvait de travers. Lorsqu'on pratique un peu la navigation, on sait qu'il ne faut pas se trouver en travers des vagues. La première lame qu'il a affrontée est donc venue balayer ses ponts. L'enquête montrera que les sabords de décharge qui servent à évacuer l'eau n'étaient pas en nombre suffisant et surtout un peu trop petits. L'eau est donc venue envahir ces ponts, probablement descendre dans la coque aussi, et avec la gîte sur tribord et le déséquilibre connu du Saint-Philibert, ça n'a rien arrangé. Une deuxième manœuvre a aggravé la situation. Le capitaine, ou l'homme à la barre, eut sûrement peur en voyant le navire prendre la première lame et, sûrement dans un geste instinctif, voulut corriger le tir en barrant brusquement sur tribord, ramenant complètement le Saint-Philibert de travers.
Au moment de la deuxième lame, l'eau est venue s'ajouter à celle de la première, toujours pas complètement évacuée. Cette fois, l'eau envahit tout, descend dans les salons, les cabines, s'engouffre par les portes restées ouvertes, inonde complètement la chaufferie. Le Saint-Philibert s'enfonce par l'arrière en étant presque couché sur tribord et disparaît de la surface en quelques secondes à peine. Personne n'eut le temps de comprendre ce qu'il se passait. Comprenez bien que, entre le moment où il est en difficulté à l'entrée de l'estuaire et celui où il coule, il se passe quelques minutes tout au plus. Aucune alerte n'a été donnée, donc aucun canot n'est mis à l'eau, ni même aucun gilet de sauvetage enfilé. Le résultat est dramatique. Des dizaines et des centaines de passagers pris au piège dans les salons se noient. Ceux qui parviennent à refaire surface se noient aussi en ne trouvant pas de débris auxquels s'accrocher ou en étant entraînés par le courant. On estime à un peu plus de 400 le nombre de victimes. 409 d'après la liste officielle. Mais ce chiffre reste vague. Aucun membre d'équipage n'a survécu, ni aucun des 37 enfants. Le nombre est imprécis car aucune liste de passagers n'a été faite. Entre les personnes qui n'ont pas pris le bateau au retour et celles qui se sont embarquées alors qu'elles n'y étaient pas à l'aller, il est impossible d'en connaître le nombre exact. Mais souvenez-vous, on sait, d'après un témoignage, qu'il y avait au moins 467 passagers au départ de Nantes. Au petit matin du lundi 15 juin, les journaux annoncent l'horreur de la veille. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre et tout le pays vendéen et nantais est en deuil. Presque tout le monde avait un parent ou du moins une connaissance à bord. À Nantes, la petite Charline s'attendait à voir rentrer son papa ce matin-là. Il n'était pas rentré pendant la nuit. Il avait sûrement dû dormir sur le bateau, arrivé très tard la veille. C'est un voisin qui viendra leur annoncer la terrible nouvelle du naufrage et son très faible nombre de survivants. Sur les lieux du sinistre, le soleil n'est pas encore levé qu'on s'organise déjà pour récupérer les corps des malheureux qui flottent à la surface. L'océan est redevenu calme, docile. Une des premières victimes à être sortie de l'eau est le corps d'une femme, la seule à porter un gilet de sauvetage. La pauvre n'eut pas le temps de bien l'enfiler et, plutôt que de lui sauver la vie, il l'a tuée. La lanière de serrage l'a étranglée. Ce même matin, le ministre de la Marine marchande est mis au courant du drame et il s'embarque dans le premier train à quitter la capitale en direction de Nantes. 3 hydravions survolent la zone afin de signaler les groupes de cadavres. À la fin de la journée du lundi 15 juin, ce sont 70 corps qui ont déjà été sortis de l'eau et amenés vers des hangars de la Compagnie Générale Transatlantique à Saint-Nazaire. Ils sont ensuite mis en bière le mardi 16, puis transportés vers le château de la Duchesse Anne à Nantes où les familles attendent de reconnaître leurs proches. La mise en bière est l'action de placer le corps dans le cercueil. C'est une foule de personnes désespérées, désemparées, prises d'un chagrin indescriptible qui vont et viennent. Au cœur de cette foule, la petite Charline et sa maman, malheureusement pour elle, son papa n'est pas là. Le corps de M. Pruneau ne sera retrouvé que dans 3 semaines. 3 semaines, oui. Les corps sont déjà emportés par le courant et viennent s'échouer le long des côtes un peu partout, sans compter ceux qui sont encore prisonniers de l'épave. Il en arrivera sur les plages pendant des mois et des mois. Le 18 juin, soit 4 jours après le drame, la municipalité nantaise a décidé d'organiser une cérémonie d'obsèques collective pour les 70 premiers corps ramenés dont les familles, trop modestes, ne peuvent supporter le coût des obsèques. C'est toute l'activité de la ville qui est à l'arrêt. Les commerces sont fermés, les bateaux ne naviguent pas et même les ateliers s'arrêtent afin que les employés puissent assister aux obsèques de leurs collègues. Monsieur le ministre de la Marine marchande a refait le déplacement accompagné d'Aristide Briand, alors ministre des Affaires étrangères. La foule est immense. Environ 100 000 personnes sont présentes et communient ensemble dans une émotion intense.
Les corbillards se fraient un chemin dans les rues noires de monde. Des hommes sont accrochés en grappe jusque sur les échafaudages des bâtiments. Les journalistes de la France entière sont là aussi, bien sûr. De mémoire d'homme. Jamais catastrophe, plus épouvantable, n'avait endeuillé aussi cruellement notre marine marchande. Ce terrible exemple est bien la preuve que notre législation de la navigation au bornage est à refaire. Le bon sens populaire a été unanime à condamner, dès que le drame fut connu, une jurisprudence et des coutumes qui permettent d'entasser sur une coque de noix des centaines de personnes. Le discours de Louis Chapdelaine, ministre de la Marine marchande, aux obsèques du 18 juin. Cette cérémonie est la plus documentée, mais elle ne fut pas unique. Comme je vous le disais, les corps continuent de venir s'échouer sur les plages. Plus le temps passe, moins ils sont identifiables. 4 jours plus tard, à Saint-Nazaire, c'est donc une foule de 20 000 personnes qui assistent à l'inhumation de 50 anonymes au cimetière de Toute-Z. Et puis, cela devient quotidien. Tous les jours, une ou plusieurs victimes étaient inhumées à 17h30. Tous les jours, on retirait des cadavres des plages et le lendemain, un nouveau lot arrivait. On en ramassera comme ça jusqu'au mois d'août. Je vous laisse imaginer l'état de ces corps qui étaient inhumés immédiatement dans les communes où ils étaient retrouvés. Le 15 août, une foule de personnes se masse au port de Saint-Nazaire afin d'assister à l'arrivée du paquebot Champlain. Certains finissent par remarquer qu'un pied flotte dans les eaux le long des berges. Il y a fort à parier qu'il provenait d'un cadavre du Saint-Philibert. Ce drame aura bien des conséquences. La première, sur la pêche. Les pêcheurs remontaient dans leurs filets des cadavres. Lorsque tel était le cas, ils repartaient au port pour les déposer, mettant fin à leur travail. Ils ne partaient pas à la journée, mais pour plusieurs jours. Et du coup, sachant qu'ils avaient ramené un cadavre, personne ne voulait acheter leur faible cargaison ou à un prix dérisoire. De plus, des rumeurs commencent à courir. On dit qu'on a retrouvé une alliance dans l'estomac d'un congre. Ce sont des poissons mangeurs de chair humaine. Ou bien même des cheveux dans les mandibules d'un tourteau. Rumeur ou vérité? Sans doute un peu des deux. Peut-être les faits ont-ils été grossis. La deuxième conséquence, c'est sur le tourisme. Ce drame fit la une pendant plusieurs semaines de la presse nationale. On savait donc que les corps venaient s'échouer sur les plages ou même qu'on pouvait avoir la mauvaise surprise d'en trouver un en se baignant. Évidemment, il y a fort à parier que cet été-là, ceux qui partaient en vacances sont allés ailleurs. Et puis, des corps, on s'en doute qu'il en reste encore dans l'épave du Saint-Philibert. De plus, elle repose à faible profondeur et peut donc présenter un danger pour la navigation dans cette zone très fréquentée. Le capitaine du port de Saint-Nazaire met donc rapidement en demeure la compagnie de procéder au retrait de l'épave. Celle-ci, ne trouvant pas d'entreprise capable de réaliser un tel chantier à faible prix, déclare abandonner l'épave. L'État en devient donc propriétaire. On connaissait le lieu du naufrage. Toutefois, il fallait encore localiser précisément le Saint-Philibert. Et ce sera chose faite le 18 juin, soit 4 jours après le drame. Un scaphandrier descend dessus et confirme qu'elle se trouve à une dizaine de mètres. Cette profondeur varie en fonction des marées. Au mois de juillet, à la grande surprise générale, c'est une entreprise allemande qui est missionnée de remonter le Saint-Philibert. Si cela peut surprendre aujourd'hui, imaginez la colère en 1931. Non seulement on se trouve près des côtes de Saint-Nazaire et de son chantier naval, dont la réputation n'est plus à faire, mais en plus, les Français ne portent pas vraiment les Allemands dans leur cœur, 13 ans seulement après la fin de la Grande Guerre. Le 5 juillet, ce sont donc 2 grandes barges et un puissant remorqueur qui arrivent sur les lieux du sinistre. La météo n'est pas du tout avec eux, à tel point qu'il y a plusieurs jours où ils ne peuvent pas travailler. Et ce n'est que le 5 août, un mois après le début du chantier, que le Saint-Philibert revoit la lumière du jour. Péniblement, l'épave est remorquée pour être échouée sur une plage proche de Saint-Nazaire. Immédiatement, la police et un médecin arrivent sur place,
et ils notent la position des corps dans l'épave. Ils en relèvent 31, dont certains sont si défigurés par leur séjour dans l'eau qu'on ne pourra jamais les identifier. Des jeunes femmes, des jeunes ouvriers, pas mal d'enfants. On en retrouve même dans les couchettes de l'équipage. On suppose que ceux-ci les avaient laissés aux personnes souffrant le plus du mal de mer. Ce qui posera le plus de questions, c'est qu'on trouve 8 corps dans la cale avant, dont 2, un homme et une femme, sont entrelacés. Un témoin dit les avoir vus. La jeune femme était terrifiée et cet homme cherchait à la rassurer. Cette cale est d'ordinaire fermée et réservée à la marchandise. Immédiatement, on s'interroge, le panneau de cale était-il en place ? Des témoignages des survivants viendront confirmer que tel était bien le cas. Il a probablement été emporté par la lame ayant fait chavirer le bateau et les corps des personnes présentes dans la cale y ont été précipités par les flots d'eau. La police commence son enquête et un groupe d'experts est également nommé afin de faire la lumière sur les circonstances du naufrage. Ces experts sont des ingénieurs de chantier naval. Ainsi, on relève la position de la barre et du gouvernail du Saint-Philibert. On passe au crible les pics avant et arrière afin de relever l'eau présente dans ces compartiments qui sert de ballast au caboteur. Globalement, le Saint-Philibert est en bon état. Seule la cheminée a été perdue pendant le relevage de l'épave et le pont supérieur est affaissé sur tribord. En plus du retrait des corps, il faut à présent délester l'épave de tout le sable. Tout cela prend du temps et ce n'est que le 12 août où elle est enfin remorquée vers le bassin de Penouët à Saint-Nazaire. Ici, une nouvelle épreuve attend les quelques survivants. Ils sont convoqués à bord pour les besoins de l'enquête. Oui, ils doivent retourner sur le bateau qui fut englouti sous leurs pieds, le même qui, pour certains, a emporté avec lui absolument tous les membres de leur famille. Le procès du drame se tiendra à Nantes en 1933. Il oppose l'armateur aux familles de victimes. Plusieurs défaillances ont été relevées, dont certaines qu'on a déjà survolées, mais vous l'aurez compris. On met en avant que le Saint-Philibert était un caboteur, plutôt destiné à naviguer sur la Loire et proche des côtes, qu'il n'était donc pas fait pour la haute mer avec son fond plat de faibles tirants d'eau et sa superstructure trop haute qui lui donnait trop de prise au vent. Mais également une défaillance critique pour la compagnie. Son personnel navigant n'était pas enregistré sur ce navire. Ça peut paraître anecdotique, mais c'était formellement interdit. Ainsi, au mois d'août, on retrouve encore dans les registres le nom de certains marins du Saint-Philibert naviguant sur d'autres navires de la compagnie alors qu'ils sont bien tous morts. Le Saint-Philibert n'était pas équipé de radio. Son fond n'était pas lesté et son pic avant ne disposait pas de suffisamment d'eau, alors qu'à l'arrière, il était rempli, ce qui eut pour effet de faire lever le navire, comme le montre le témoignage des survivants qui déclarent qu'ils ont senti le bateau se lever et s'enfoncer par l'arrière. La relève de la barre et du gouvernail montre que la dernière manœuvre du capitaine de mettre à bâbord fut certainement fatale au navire, que cela l'empêcha probablement de retrouver son assiette naturelle, comme les exercices de contrôle l'avaient montré en 1923 lors des essais. On montre également que les sabords de décharge n'étaient pas en nombre suffisant, ni même suffisamment gros pour évacuer l'eau. On explique également que le capitaine Olive n'a jamais demandé aux passagers d'enfiler leur gilet de sauvetage, qu'on retrouvera bien emballé dans l'épave. Et enfin, surtout, que le navire était beaucoup trop chargé de passagers massés sur le haut. Malgré toutes ces irrégularités, malgré toutes ces défaillances, le verdict rendu par le juge est que le naufrage du Saint-Philibert est un fait de mer, causé par une soudaine et forte tempête. L'armateur est donc affranchi de toute responsabilité et les familles n'obtiennent rien. Cela vous semble injuste ? Oui, vous avez raison.
À leur peine s'ajoutent aussi les mots de quelques journalistes et grandes gueules, passez-moi l'expression, qui disent que le naufrage est le résultat de la colère de Dieu envers ces excursionnistes qui ont préféré une promenade en mer plutôt que de se rendre à l'église prier le Seigneur en ce jour de fête Dieu à bord d'un navire qui porte le nom d'un saint fondateur et premier abbé de l'abbaye de Jumièges. Si vous trouvez que notre monde manque aujourd'hui d'humanité, je pense que ce fut le cas à toute époque. Le naufrage du Saint Philibert est une véritable tragédie. Certains ont perdu des proches, oui, mais ce sont aussi des familles entières qui disparaissent, pères, mères et enfants. Ou d'autres qui resteront des familles brisées, comme la famille Igier de Nantes. Le père, la mère, Robert 14 ans et Paulette 4 ans sont tous morts dans le naufrage, laissant à la maison Lucette, âgée d'1 an, qu'ils avaient laissé en garde à la voisine, et un autre garçon d'une dizaine d'années qui, turbulent, était en pensionnat. Lucette et son jeune frère ont échappé de peu à l'assistance. Ils seront finalement élevés par une tante. Le grand-père Igier mourut de chagrin dans l'année, suivi de près par son épouse, victime collatérale, et combien d'autres. Le cas de cette famille n'est pas unique, loin de là. Par contre, il y a une anecdote que j'aimerais vous raconter toujours au sujet de la famille Igier. Le petit Robert, 14 ans, aurait dû rester à la maison car il était puni par son père à la suite d'une bêtise. Si vous voulez tout savoir, il s'était rasé les cheveux avec d'autres de ses camarades. Il avait donc échappé à cette punition que son père avait reportée, sûrement trop heureux d'offrir cette excursion à ses enfants. Le petit Robert n'avait pas fait cette bêtise tout seul. Il l'avait fait avec d'autres de ses camarades qui, eux, ont échappé à la mort car ils sont restés punis. Parmi eux figure Maurice Ledu. Ce nom ne vous évoque rien ? Eh bien, c'est le fils d'Antoine Ledu, capitaine du navire l'Afrique, ayant fait naufrage non loin en 1920. Son fils a échappé de peu au même sort que son père, à un cheveu, c'est le cas de le dire. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de l'Afrique, je vous invite à écouter les 2 épisodes à son sujet. Des anecdotes et des histoires de vie brisées, on pourrait en raconter encore beaucoup comme ça. Et le Saint Philibert dans tout ça. C'est son destin qui m'avait le plus frappé lorsque j'ai découvert l'histoire de ce navire. L'épave est restée dans le port de Saint-Nazaire jusqu'en février 1932, où elle est vendue et renommée les Casquets. Comme je vous le disais, l'épave était relativement en bon état, la coque en tout cas l'était. Donc, il n'est pas vendu pour être déconstruit. Les premières intentions de son nouveau propriétaire est d'en faire un remorqueur. Mais il est probable qu'il y renonce au vu des montants de la transformation. Dans tous les cas, il servira un premier temps de bateau-atelier dans le port de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, en Vendée, durant les travaux d'aménagement de l'avant-port. En 1935, les Casquets est finalement laissé échouer à un port de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Le souvenir du naufrage est encore très présent. Elle sert un peu de triste mémorial, de lieu de recueillement où on ne manque pas de venir à la Toussaint. Il est probable que les familles de victimes habitant Saint-Gilles ont souffert de la vue de cette épave qui chaque jour venait les meurtrir un peu plus. Elle reste là pendant un certain temps. Combien, on ne sait pas. Mais en 1948, les Casquets est vendu et transformé aux ateliers de Saint-Nazaire. On retire toute sa superstructure et on lui greffe une motorisation diesel. Il est renommé Saint-Efflamme et fait du cabotage entre Bordeaux et les ports du Ponant, transportant du ciment ou du blé. En 1953, il change à nouveau de propriétaire et il est rebaptisé Côte d'Amour. Cette fois, il semblerait qu'en plus de naviguer en Bretagne, on lui fasse traverser la Manche pour se rendre chez nos amis les Grands Bretons. Mais, aussi tragique et étrange que cela puisse paraître, le Côte d'Amour se rendra à nouveau à Noirmoutier, plus précisément au Bois de la Chaise, lieu de son dernier départ le 14 juin 1931 sous le nom de Saint-Philibert. Et c'est ça qui m'a semblé le plus incroyable en découvrant l'histoire du Saint-Philibert, le fait qu'il a continué de naviguer. On l'a remonté, vidé de son sable, de ses cadavres, réparé,
modifié, mais il a continué de naviguer. Connaissez-vous d'autres bateaux ayant repris une carrière après un naufrage meurtrier ? Faites-le moi savoir si tel est le cas, ces histoires m'intéressent. Le Côte d'Amour, ex-Saint-Philibert, a continué sa carrière de besogneur jusqu'en 1979, où il est vendu pour être déconstruit cette fois. Curieusement, il fut un bon navire, fiable, qui ne connut aucune grosse avarie ou rien que je n'ai pu trouver. La légende raconte, mais rien que je n'ai pu vérifier, que lors de sa démolition, l'épouse de l'entrepreneur du chantier fut tuée par la chute du mât du navire. Sombre malédiction, histoire fantaisiste, libre à vous de l'interpréter. Durant quelques années, une place à Nantes portait le nom de Place Saint-Philibert, en hommage aux victimes. Aujourd'hui, elle n'existe plus. Il n'y a rien rendant hommage à ces disparus, à ce drame national qui hantera longtemps la côte vendéenne et le pays nantais. Aujourd'hui, qui se souvient du Saint-Philibert ? Afin de terminer ce récit, j'aimerais utiliser la même conclusion que Roland Mornay, auteur du livre « La tragédie du Saint-Philibert » dont je me suis grandement aidé pour écrire cet épisode. Puisse ce récit, en suscitant la reviviscence du souvenir, faire connaître cette tragédie de la mer et ainsi contribuer à la mémoire des malheureuses victimes du Saint-Philibert. La Tranche-sur-Mer, octobre 2025. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en le likant ou en vous abonnant sur les différentes plateformes pour ne pas louper le prochain épisode. Je suis Julien Maroyot, j'ai écrit, réalisé et monté moi-même cet épisode et je vous retrouve bientôt pour un nouveau récit sur un paquebot transatlantique, un naufrage ou qui sait, peut-être les deux.